Donc en fait, l'influenceur, c'est bien autre chose que juste un diffuseur de contenu. Et comme c'est bien autre chose, et ben en fait, on peut imaginer énormément d'opérations. Bienvenue sur le podcast Interaction, animé par Julien Dubouré, consultant en social media. Et Julien Bréal, spécialiste en acquisition client sur Internet. Chaque semaine, nous partons à la rencontre des professionnels du digital qui partagent avec nous leur histoire et leur expérience. N'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes et à vous abonner. Bonne écoute! Donc du coup, dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'être dans l'agence Reach, donc qui est une agence d'influence. On est avec Guillaume, qui est du coup le fondateur de cette agence. Donc on va parler un petit peu des mécanismes, je pense, sur tout ce qui touche aux influenceurs, à l'influence, aux différents mécanismes qu'on peut activer. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui vont apprendre plein de choses. J'aimerais tout d'abord, Guillaume, que tu puisses te présenter et montrer un petit peu le parcours que tu as eu pour en arriver à créer cette agence Reach qui existe depuis 2015. Alors, tout d'abord, bonjour Julien, et merci de me donner l'occasion de parler de mon métier. Alors oui, donc je m'appelle Guillaume Doquitonon, je suis le fondateur de Reach, et pour t'expliquer un petit peu, avec mon associé avec qui j'ai fondé Reach, on avait fondé d'abord une agence de référencement naturel, et dans le cadre de cette agence, on a beaucoup travaillé sur la mise en relation entre les blogueurs et les sites dans un but de référencement. On a d'ailleurs monté une solution, une plateforme qui s'appelle Rocket Links qui est leader sur ce marché-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, les gens ne recherchaient plus les blogueurs que pour le référencement, mais pour le pouvoir de prescription qu'ils avaient, donc finalement pour leur influence. Et ça, c'était, on va dire, fin 2013, début 2014. Et donc on s'est rendu compte de ce phénomène-là, et qu'en plus cette influence qu'avaient les blogueurs, cette influence elle se déplaçait aussi sur les autres réseaux, Instagram, Facebook, Twitter, enfin Instagram pas encore à l'époque, mais voilà, Facebook, Twitter, etc. Et donc on a eu l'idée finalement de développer ce côté influence marketing, et c'est comme ça qu'on en est venu à la création de Reach. D'accord, alors est-ce que tu peux du coup expliquer un peu aussi les différents services que Reach propose et après on y verra, je pense on y viendra aussi un petit peu plus loin sur les différents mécanismes aussi qu'on peut activer en termes aussi de stratégie d'influence. Ouais, alors Reach, nous, notre positionnement c'est d'aider les marques à travailler avec les influenceurs, et on a un positionnement qui est assez différenciant sur le marché parce qu'en fait on le fait grâce à 3 maillons. Le premier maillon, c'est qu'on a développé une technologie, on essaye d'amener beaucoup de data et beaucoup de rationnel dans ce métier qui malheureusement a pendant longtemps été fait de manière très irrationnelle. Donc on a développé notre propre technologie sur laquelle les influenceurs s'inscrivent, et ça nous permet de récupérer beaucoup de données à la fois sur les influenceurs mais aussi sur leur audience, les followers. Donc ça c'est le premier maillon. Le second maillon, c'est évidemment les influenceurs. On a une communauté qui aujourd'hui fait 20 000 influenceurs. Et enfin, notre troisième maillon, c'est le conseil, puisqu'en fait, on considère que la réponse à la question « qu'est-ce qu'on fait avec les influenceurs ?» est même plus importante que le choix des influenceurs en eux-mêmes. Et donc à chaque fois, c'est nous qui allons imaginer les stratégies qu'on propose à nos clients, les activations de marketing d'influence. Donc voilà, on a ce positionnement en 3 maillons qui fait qu'on est finalement un mix entre une agence et une techno. Alors, est-ce que tu pourrais aussi expliquer peut-être quels sont les critères pour du coup devenir influenceur, et pourquoi pas, j'ai vu que sur le site on pouvait postuler pour dire vous êtes influenceur, il y a une question, j'en ai parlé justement à des étudiants que j'ai formés sur ça aussi. Alors, nous, on autorise tout le monde à s'inscrire chez Reach. On ne fait pas de limite parce qu'on se dit que petit influenceur deviendra et souvent très rapidement encore plus influent. Donc, on limite pas l'inscription. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'un influenceur commence à avoir de plus en plus de partenariats quand il commence à atteindre 5 000, 10 000 abonnés. Il rentre dans la micro, dans la mid-tail de l'influence marketing. Et là, il commence à développer ses partenariats, peut-être pouvoir, quand ça continue d'augmenter, aux alentours de 100 000 abonnés, pour commencer à pouvoir l'imaginer en activité principale. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de critères parce qu'en fait, il y a des influenceurs de toute taille et qui répondent chacun à des objectifs marketing différents. D'accord. Et du coup, tu dirais aujourd'hui que Reach se positionne sur l'influence, elle est sur la plupart aujourd'hui des réseaux sociaux, même sur Internet en général, où il y a vraiment, on peut distinguer 2-3 réseaux qui prennent la plupart notamment les stratégies d'influence que vous pouvez proposer à vos clients. La plupart des réseaux sociaux sont des leviers et des vecteurs d'influence. Maintenant, c'est vrai que, pour te dire dans les faits, aujourd'hui, on fait beaucoup d'opérations sur Instagram, qui est un réseau d'images, et puis maintenant avec le rajout des stories, c'est un réseau qui est très puissant, et puis aussi en termes d'engagement.
Mais d'un autre côté, sur Instagram, tu ne trouves pas toutes les cibles, notamment en termes de tranche d'âge. Et donc, on va faire, quand on va viser des tranches d'âge plus jeunes, ou d'ailleurs même plus âgées, YouTube va prendre le relais. Plus jeune parce que en fait, YouTube ne demande pas d'avoir un compte. Hein. C'est son avantage, c'est que c'est un mix entre réseau social et moteur de recherche. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve des publics très jeunes qui, en général, n'ont pas le droit de s'inscrire sur les réseaux sociaux par leurs parents, vont visionner des vidéos sur YouTube. Ou au contraire, des personnes qui, par exemple, les tranches d'âge plus élevées, à plus de 50 ans, qui n'ont pas l'habitude de se créer des comptes, vont aller utiliser YouTube. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup d'OP sur Instagram, mais aussi sur YouTube, Snapchat sur des tranches d'âge aussi très jeunes. Maintenant, tous les réseaux sont utilisables, mais c'est vrai que ces trois-là sont, je dirais, peut-être caracol en tête. D'accord. Et est-ce que tu pourrais aussi du coup expliquer quel est un peu le profil type des clients du coup, qui viennent un peu vous voir, qui vous démarchent, et aussi un petit peu leur demande en termes d'objectifs. Est-ce que souvent c'est clair? Est-ce qu'ils sont un petit peu aussi perdus par rapport à ce genre de nouvelles techniques? Justement, par rapport au positionnement que je t'expliquais, qui est cet hybride entre agence et techno, c'est un positionnement qui séduit beaucoup les clients en grand compte parce qu'ils ont à la fois l'accompagnement d'une agence qu'ils ont toujours eu, le conseil, l'expertise, mais ils ont aussi la transparence et l'efficacité d'une techno, et ce qui leur a beaucoup manqué par le passé. Donc cet hybride, il fonctionne très bien sur les grands comptes. On accompagne d'ailleurs Kellogg's depuis bientôt 3 ans, le groupe Carlsberg depuis peu, Philips, etc. Donc on est vraiment sur cette typologie de clients. Maintenant, moi je considère que toutes les marques ont, à quelques exceptions près, ont un intérêt à faire du marketing d'influence. Et c'est vrai que notre positionnement se concentre plus sur les clients rencontres, mais je pense qu'il y a un intérêt pour vraiment toutes les marques, y compris les startups. Et après, pour répondre à ta seconde question, qui est leur problématique, alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est des clients, et souvent ceux qui nous interrogent sont des clients qui se posent beaucoup de questions sur ce métier. Parce que je pense que tu le vois, toi qui es beaucoup sur les réseaux, il y a plein d'articles qui sortent, plein de discours différents. Est-ce qu'il faut viser les micros? Est-ce qu'il faut viser Norman, Cyprien, Enjoy Phoenix? L'influence marketing est mort. Ah, mais l'influence marketing c'est le meilleur levier. Donc il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc déjà, il faut un peu tout poser à plat et voir déjà ce qu'on peut faire dans la thématique du client. Sur quel réseau on va prendre la parole, avec quelle typologie d'influenceurs, quel message on va passer. Donc nous, c'est vraiment cette réflexion, un peu on vient faire ce travail d'évangélisation auprès des clients et d'accompagnement vraiment au cœur de la stratégie. Et puis après, ça peut être des stratégies, le client peut avoir des besoins de contenu, des besoins de réassurance, des besoins d'e-réputation ou tout simplement des besoins de faire connaître à une audience la plus large ces nouveaux produits et services. Moi, je dis souvent aussi, quand on fait appel à des influenceurs, je crois que ça peut, c'est vrai, coûter un certain budget, mais ce qu'il faut regarder, c'est la démarche héroïste, et si ça rapporte de la visibilité, si ça rapporte aussi des éléments aussi sur des taux de transformation, vraiment par rapport à tes objectifs marketing, je pense que clairement, je crois qu'il y a des entreprises, alors j'en ai pas la certitude, mais qui vraiment ont aussi pivoté leur budget communication en essayant du coup de vraiment axer aussi sur la partie influence, parce que clairement les influenceurs, c'est vrai que tu l'as dit, c'est des gens qui ont des audiences, qui ont des communautés souvent qui sont très engagées, très fans, donc ça fonctionne très bien. Est-ce que tu pourrais donner du coup un exemple type de pratique? Alors tu vas me dire si tu peux ou pas. Est-ce que tu peux donner un exemple type de pratique que du coup vous avez mis en place par exemple pour un client de l'agence Reach? Oui, alors il y a... En fait, comme je te disais, nous on vient vraiment chercher ce qu'on appelle la mécanique d'activation, donc la réponse à la question qu'est-ce qu'on va faire avec les influenceurs. On va dire le grand classique de l'influence marketing, c'est le test produit, c'est-à-dire qu'on va mettre entre les mains d'influenceurs un nouveau produit. Je pense par exemple à ce qu'on fait beaucoup avec Kellogg's, ce qui va permettre à ce que l'influenceur puisse le tester, le goûter et le partager à sa communauté s'ils ont apprécié le produit. Donc ça c'est, on va dire, le grand classique de l'influence marketing. Il n'y a pas de... c'est-à-dire que s'il faut qu'il soit... parce qu'il peut avoir un avis négatif. Alors oui, et c'est justement, c'était la précision que je faisais, c'est que il faut comprendre que quand on fait du marketing d'influence, on n'achète pas l'avis de l'influenceur, c'est-à-dire qu'on achète l'expérience, le temps de l'influenceur pour se renseigner sur le produit, et évidemment, s'il y a un avis négatif, un bon influenceur ne parlera pas du produit, ne parlera pas positivement du produit. Et nous, en tout cas, on cherche à travailler avec des bons influenceurs, donc des influenceurs qui disent ce qu'ils pensent, parce que sinon ça se revient vite contre eux.
Donc ça c'était une parenthèse. Mais donc ces mécaniques-là de test de produits sont des mécaniques très répandues dans le marketing d'influence. Mais après, on peut imaginer plein de mécaniques différentes. Aujourd'hui, on peut imaginer amener les influenceurs. Si par exemple, il y a une marque qui a un produit qui est fabriqué en France et qui veut travailler ce positionnement-là, pourquoi pas amener les influenceurs dans les usines à la découverte de la manière dont le produit est créé. Nous, on fait des opérations où même on utilise l'influenceur comme community manager ou comme créateur de contenu de la marque. Donc en fait, l'influenceur, c'est bien autre chose que juste un diffuseur de contenu. Et comme c'est bien autre chose, et ben en fait, on peut imaginer énormément d'opérations. Je te donne un autre exemple pour Getty Images, par exemple, qu'on accompagne sur du B2B. Getty Images, juste pour dire, c'est une plateforme qui met en relation du coup, des images libres ou pas de droit. C'est ça, c'est des photographes qui pour sont les gens, créateurs. Ce sont des gens qui sont créateurs d'images qui les mettent en vente sur Getty Images. C'est une marketplace de la photo parce qu'ensuite, quand on écrit un article de blog, quand on fait une présentation, il faut que les droits reviennent aux créateurs. Et donc c'est le métier de Getty Images. Et l'idée, donc là c'est du B2B, et en fait Getty Images tient un blog qui est donc le blog de Getty Images où il parle du marketing de l'image, des sujets très précis. Et nous on a utilisé des influenceurs qui sont des influenceurs du marketing qui en fait ont utilisé leur plume sur le blog de Getty Images. C'est-à-dire que c'est eux qui ont rédigé certains articles du blog de Getty Images. L'idée c'était d'apporter une vision différente de l'équipe de rédaction habituelle du blog et donc vraiment d'utiliser finalement le talent et l'expertise de l'influenceur, sa légitimité, plutôt que son audience. D'accord. Et du coup, tu parlais un petit peu des choses qu'on peut faire, des nouvelles choses. Ouais. Comment tu vois un petit peu l'évolution aussi, toi, de ce marketing d'influence ? Comment tu penses que ça va il y a des choses qui vont arriver, qui vont changer dans les années, peut-être dans les mois, parce que c'est des choses qui évoluent, je pense, aussi très vite. Alors, pour moi, l'évolution, elle est claire, c'est de placer l'influence au cœur du marketing. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a fait l'influence en parallèle, un peu à côté. Il me reste tant de budget, je fais mon marketing d'influence. Alors qu'en fait, si on réfléchit en amont à comment ce qu'on est en train de faire avec les influenceurs peut impacter les autres leviers de communication, là, on est beaucoup plus intelligent. Parce que si on se dit, tiens, avec mes influenceurs, je suis en train de créer un contenu qui naturellement marche bien. Est-ce que j'aurais pas intérêt à le promouvoir en paid sur mes réseaux sociaux, faire de l'achat média sur ces contenus d'influenceurs? Est-ce que j'aurais pas intérêt à utiliser ces influenceurs en pub télé? Nous, on l'a fait par exemple pour une marque. Et typiquement, c'est quand on vient réfléchir à comment les contenus et la campagne d'influence marketing peut être réutilisée, réexploitée sur les autres leviers, on commence à pour moi, bien appréhender le marketing d'influence. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, le futur de l'influence marketing. Et encore une fois, quand on reparle des réseaux du paid, je pense que ce mix entre paid ads et marketing d'influence, c'est aussi le futur parce que ça veut dire qu'on va dans le même sens que les réseaux sociaux. Et nous, on a envie d'aller dans le même sens que les réseaux sociaux. Je pense que le marketing d'influence et les régies des réseaux sociaux ne doivent pas s'opposer. Et est-ce que du coup tu dirais, souvent tu sais les grands comptes ils ont des budgets qui sont intéressants, mais moi je pense que 80% des gens qui peuvent saisir les opportunités des réseaux sociaux, c'est des gens qui n'ont pas forcément ça peut être des entrepreneurs, des PME. Est-ce que tu dirais du coup qu'il vaut mieux axer une communication plus sur la partie du coup influence ou plutôt du coup sur la partie comme on l'a dit paid media, social ads et peut-être aussi création de contenu pur qui peut aussi bien sûr coûter pas mal d'argent. C'est pour cette raison que faire assumer la création de contenu par des influenceurs peut être une bonne solution pour ces startups et ces entrepreneurs. Mais ensuite, je pense qu'il ne faut pas se couper, faut pas se couper du paid ads. Je donne un exemple. Je suis un restaurateur avec un concept de restaurant. Je viens d'ouvrir. Je fais une opération d'influenceur pour avoir du super contenu qui engage bien, qui respecte tous les codes des réseaux sociaux et qui fonctionne bien. Je profite de la communauté de l'influenceur pour le faire savoir. Et puis après, je reprends ce contenu et puis je vais faire des campagnes en Instagram Ads ou en Facebook Ads où je vais aller targeter exactement ma cible, mais en partant d'un contenu qui a déjà bien fonctionné de manière organique. Ouais, je comprends, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Quel est un petit peu aussi ton avis par rapport au marketing d'influence sur un petit peu les évolutions des plateformes en termes de nouveautés, fonctionnalités,
Est-ce que par exemple l'aspect aussi sur le live, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte? Est-ce qu'en termes aussi de formats qui sont proposés, c'est des choses aussi où tu penses que ça peut avoir un impact sur une stratégie d'influence? J'aimerais bien que tu donnes ton avis sur ça. Je suis convaincu que tous les formats ont un intérêt, et puis en plus il y a une mécanique, c'est que quand un réseau social sort un nouveau format, il va le mettre en avant. Et donc être malin, c'est aussi profiter des nouveaux formats. Je pense ça date un peu, mais au moment où Facebook a sorti ses vidéos, et a sorti ses lives notamment, ce sont des formats qu'ils ont extrêmement mis en avant dans le fil d'actualité, avec des taux de visionnage qui étaient importants. On échangeait juste avant que tu enregistres de LinkedIn, pareil, qui a des taux d'engagement très forts. Oui. Les exploiter, c'est aussi être malin. Donc c'est à la fois tester de nouveaux formats, pas non plus rentrer pas non plus être complètement irrationnel et d'un coup se mettre à faire une stratégie qui est entièrement basée sur les nouveaux formats. Mais voilà, c'est d'avoir une approche. De toute façon, dans notre métier, ça va être un peu choquant ce que je vais dire, mais personne ne sait rien. Il n'y a pas on est tous des testeurs, et donc notre rôle, c'est de tester les nouveaux formats tout en validant les acquis sur ce qu'on est en train de faire, et voilà, continuer d'avancer et d'apprendre comme ça. Ça, on est d'accord aussi. L'A/B testing, ça fait partie aussi de ce qu'on fait au quotidien. Des fois, les clients ont du mal à comprendre ça, mais ça évolue tout le temps. On est sur un sable, ça évolue tout le temps. Exactement. On est d'accord avec ça à 100%. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme premier conseil à une personne, du coup, à un client qui vient du coup te voir, te démarcher, qui veut par exemple travailler avec un influenceur? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme premier conseil pour du coup affiner un petit peu sa stratégie par rapport à ça? Alors, souvent ce que je vois, c'est qu'il y en a plusieurs. Ouais, mais alors je vais commencer par un peu mon vécu, c'est que le client qui veut travailler avec les influenceurs, sa première question, c'est avec quel influenceur je vais travailler. Et je pense qu'il ne faut pas prendre le problème dans ce sens-là. D'abord, il faut qu'il se pose la question de pourquoi il veut travailler avec les influenceurs, qu'est-ce qui lui manque. L'influenceur, il est talent, diffuseur de contenu, créateur, il est beaucoup de choses. Donc déjà, sa problématique, c'est est-ce qu'il a besoin de contenu? Est-ce qu'il a besoin de réassurance? C'est-à-dire, est-ce qu'il a déjà un trafic important mais les gens n'achètent pas? Donc ça, c'est une autre problématique. Est-ce qu'il a besoin d'être connu? Est-ce qu'il a besoin... on a un petit peu fait tous les cas de figure, mais voilà, se poser la question de qu'est-ce qu'il a besoin. Oui. Et puis ensuite, en se disant qu'est-ce qu'il a besoin, s'il a besoin par exemple d'être connu, ça veut dire qu'il a un message à faire passer. Donc c'est quoi le message? Et selon ce message-là, ça va nous amener vers déjà une typologie d'influenceur. Avant même de parler du nom de l'influenceur, c'est une typologie. Est-ce que c'est une star? Est-ce que c'est de la top tail? Est-ce que c'est du micro, de la long tail, de la mid tail? Est-ce que... Alors qu'est-ce que tu appelles le dernier terme du coup? Long tail, micro. Oui. En fait, moi du coup, j'avoue que ça me parle, ça me parle pas trop. Alors si on prend la pyramide de l'influence, oui. Tu as tout en haut, tu as la top tail. La top tail, c'est tous ces influenceurs qui ont plusieurs millions d'abonnés, en général connus nationalement. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Norman, Cyprien, on pourrait les classer dans la top tail. Des influenceurs très puissants en termes de notoriété, en termes d'association d'image, mais qui, et c'est logique, plus leur taille de communauté grandit, moins il y a de points communs dans la communauté, et donc moins sur un sujet, l'engagement va être fort. Parce que parce que la communauté est large. Si on veut expliquer ça simplement, si Norman parle d'un shampoing pour cheveux gras, il n'y a pas 2 millions de personnes qui sont touchées par les cheveux gras. Donc voilà, tu as moins de points communs dans la communauté. Ensuite, tu as la mid-tail, ce sont les influenceurs qui, eux, ont des communautés qui sont plus réduites, de 10-20 fois plus petites que ceux que je viens de te citer, mais qui se réunissent tous pour un point commun en général. Donc ça, ce sont des communautés qui sont très engagées, avec des taux d'engagement très forts sur les réseaux. Donc ça, c'est la mid-tail. Et enfin, le bas de la pyramide, c'est ce qu'on appelle souvent la micro-influence, nano-influence, la long tail, il y a plein de synonymes. Ce sont soit des influenceurs débutants, soit des personnes comme toi et moi qui ont des communautés qui sont assez réduites et qui ont un potentiel de croissance importante sur lequel on peut miser, ou qui sont aussi plein de talents finalement, des centaines de talents qu'on peut utiliser en tant que marque. Et tu dirais du coup que pour une entreprise, c'est mieux du coup de passer par plusieurs peut-être influenceurs qui sont un peu micro, ou de taper peut-être plus sur le milieu ou sur le... Ça va dépendre de l'opération qui aura été construite, de la stratégie d'activation, parce qu'il y a des stratégies d'activation qui vont nous amener naturellement vers une typologie. Je t'illustre un exemple. Je veux faire de l'association d'images
montrer par exemple le côté statutaire. Je suis une marque qui se lance, mais je veux marquer un côté statutaire. Peut-être qu'une association avec un top tail, ça va permettre d'avoir cette association d'image et d'obtenir ce statut. Donc cette opération nous amènera naturellement à de la top tail. Ou par exemple, je suis une boutique j'ouvre un centre commercial, je vais faire du drive to store. Aujourd'hui, il n'y a que la top tail qui est capable de ramener de la communauté en drive to store. En revanche, je veux vraiment être prescripteur, faire passer à l'acte d'achat. La mid-tail sera plus puissante dans cet objectif-là. Et enfin, je veux générer plein de contenus différents, de photos différentes pour ma marque que je vais réexploiter derrière. La long tail sera extrêmement pertinente pour ça. D'accord. Est-ce que tu pourrais aussi nous dire, dans le travail d'influence, ce qui te plaît le plus et ce que tu aimes un peu moins faire ou ce que tes équipes, du coup, aiment peut-être un peu moins faire au quotidien? Alors, moi qui viens du monde du référencement naturel, ce que je trouve assez génial dans le métier que je fais, dans ce levier, c'est que finalement, c'est un métier quand même assez simple à comprendre. C'est-à-dire vu qu'on est tous touchés par les influenceurs, on est plus de 80% des Français à dire qu'on fait confiance au conseil d'un influenceur. Donc on est tous touchés par les influenceurs. Et donc quand on explique notre métier, tout le monde le comprend. Parce que tout le monde regarde des vidéos et tout le monde, quand une personne a voulu acheter son téléphone portable, on a tous regardé à vie. On est allé voir sur YouTube des tests de téléphone. Donc voilà, on voit de quoi on parle. Donc c'est ça qui est assez génial parce que c'est simple à appréhender. Mais d'un autre côté, techniquement, c'est extrêmement complexe parce qu'il y a, comme je te le dis, il y a plein de stratégies, plein de typologies d'influenceurs, plein de points précis, de data, etc. Donc c'est simple à voir ce qu'on est en train de faire, mais très compliqué à mettre en œuvre. Et donc moi, c'est ça que je trouve assez génial d'avoir cette dichotomie. Et puis après, pour te dire ce qui ne me plaît pas, c'est difficile, mais c'est pas quelque chose qui me plaît pas, mais en tout cas ce que je remarque c'est qu'il y a beaucoup d'éducation encore à faire sur le marché. En tout cas moi ça me plaît de faire cette éducation, mais en tout cas c'est un gros boulot. Oui, la pédagogie ça joue beaucoup aussi. Peut-être que les influences, je ne sais pas dans quelle mesure c'est peut-être aussi mal compris que la partie aussi réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'il faut éduquer pour expliquer un petit peu aussi la démarche aussi héroïste qu'on peut avoir derrière. Quelqu'un du coup aujourd'hui qui veut s'informer sur les stratégies d'influence, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller soit comme site internet ou comme lecture pour du coup qu'il puisse progresser, peut-être le blog de Rich s'il y a d'autres choses que tu peux partager du coup avec nous? Oui, alors nous on essaye d'apporter de l'information aux influenceurs, que ce soit par la biais de vidéos YouTube, de notre blog. On sort aussi tous les ans une étude qui maintenant fait office de benchmark sur les relations entre les marques et les influenceurs. Cette étude elle est gratuite, accessible en libre service. Mais on n'est pas honnêtement, et il faut rendre... on n'est pas les seuls à faire ce travail. On a plein de concurrents qui sortent aussi des études qui sont extrêmement intéressantes. Donc moi j'invite vraiment tous les utilisateurs déjà à taper influence marketing sur Google. Il y a plein de données. Après je vais vous donner quelques adresses où moi je trouve pertinent. Il y a déjà le média qui s'appelle Influence, ça finit par TH. C'est Soraya qui est la rédactrice en chef, qui est une personne qui est vraiment une des précurseurs de ce métier-là. Et c'est un média qui est de qualité où on peut en plus apprendre assez facilement. Il y a des articles qui sont assez peu techniques et puis qui permettent de découvrir un peu l'écosystème des influenceurs, et puis des articles qui sont plus techniques. Donc je conseille déjà ce média-là. Il y a Web Marketing & Com que j'aime beaucoup aussi. Nous on travaille pas mal avec eux d'ailleurs pour faire de l'évangélisation sur le sujet du marketing d'influence. Et en plus ça répond aussi à une cible aussi d'entrepreneurs, de TPE, PME. Et puis après, quand on est sur le côté plus grand compte, il y a Influencia qui fait de très bons articles, l'ADN, stratégie. Voilà, donc on retrouve un peu les classiques. Et puis en termes de blogueurs, il y a Camille Jourdain. Alors c'est un ambassadeur de Rich et donc j'ai plaisir à le citer, mais avant que Camille Jourdain soit ambassadeur de Rich, moi j'ai toujours lu ses contenus et il écrit des choses d'excellente qualité. Alors lui, du coup, il est influenceur sur quel domaine? Alors lui, il est influenceur en marketing. Et en parallèle de ça, lors des événements, il vient souvent faire des live tweets. Donc il est, finalement, nous on fait de l'influence marketing pour nous aussi. Et Camille Jourdain fait partie de nos influenceurs, enfin du moins de notre ambassade. C'est un ambassadeur pour nous.
D'accord. Où est-ce qu'on peut du coup te retrouver si on a besoin de s'informer sur ce que fait Reach ou sur toi en particulier? J'ai l'habitude de m'exprimer sur les médias que j'ai cités, que ce soit sur le blog de Camille Jourdain, sur Influence, sur Web Marketing & Com, Influencia aussi. Je fais aussi des conférences une fois tous les trimestres avec Influencia. Il y en a une qui arrive bientôt, malheureusement elle est complète, celle de juin, mais voilà, tous les trimestres on va en faire une. Voilà, le mieux c'est de me suivre sur Twitter, et comme ça vous êtes au courant un peu de toutes les actualités de Reach et mes actualités, et c'est assez simple, mon compte Twitter c'est Guillaume, mon prénom, et DT, mes initiales. Oh, mais super Guillaume, est-ce que tu as d'autres choses que tu souhaiterais ajouter pour terminer? Non, merci pour cet enregistrement et ces podcasts, parce que tu participes aussi à finalement ce rôle d'évangéliser le secteur sur des sujets complexes, donc merci pour nous c'est ce qu'on fait, on essaie d'aider les gens au maximum, de leur faire comprendre aussi un petit peu comment ça fonctionne. Bien sûr, après, ça peut nous amener des clients aussi, c'est intéressant, mais ce n'est pas le premier vraiment but. C'est vraiment, comme tu l'as dit, une démarche aussi de pédagogie, d'expliquer aussi un petit peu ce qu'on fait au quotidien. De toute façon, la première étape, c'est comprendre, parce que sinon on ne fait rien, on ne va pas sur un levier marketing si on ne comprend déjà pas à quoi il sert, en quoi il peut être rentable, donc c'est le plus grand des boulots. Bon, mais Guillaume, je te remercie beaucoup encore une fois. Je te souhaite du coup une bonne continuation, et du coup, il faut tous qu'on aille du coup chercher nos influenceurs pour essayer de communiquer auprès des différentes entreprises qu'on peut avoir. Exactement, merci Julien. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn à Julien Bréal et Julien Pibouret. À bientôt.